Imaginez un peu la scène. Il est 3 heures du matin, il y a un silence total dans la maison. Et là, un réveil brutal. Ah, la fameuse alerte nocturne. Voilà, le pouce, l'index et le majeur qui sont carrément en feu. Des décharges électriques, des fourmillements tellement intenses qu'on dirait des brûlures, quoi. Et l'obligation de s'asseoir sur le bord du lit, dans le noir, et de secouer frénétiquement la main vers le bas juste pour faire passer le truc. Ouais, c'est un classique. Et c'est loin d'être une scène de film d'horreur, hein. C'est la réalité clinique de centaines de milliers de personnes au quotidien. C'est ça. Et c'est pour ça que notre exploration approfondie d'aujourd'hui, elle s'attaque à ce mystère. Le syndrome du canal carpien. L'objectif, en fait, c'est de décoder ce diagnostic médical et de dissiper un peu les peurs des patients. Tout à fait, parce qu'il y a énormément d'idées reçues. Et rien qu'en Belgique, ou même en France, c'est une des pathologies nerveuses les plus répandues. C'est vraiment massif. Et pourtant, l'incompréhension reste totale chez la plupart des gens qui arrivent en cabinet. Exactement. Donc, pour éviter le jargon médical un peu lourd, on va ancrer notre discussion dans la vraie vie. On va suivre les parcours de 4 patients fictifs, Vincent, Lisa, Karim et Marois, qui représentent parfaitement ce qu'un médecin généraliste voit défiler toute la journée. Très bonne idée, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Et on commence directement avec Vincent, justement. C'est lui de la scène de la nuit. S'il s'agit d'un problème mécanique au niveau du poignet, pourquoi est-ce que sa main décide de faire la grève à 3 heures du matin alors qu'elle est parfaitement au repos? Alors c'est marrant que vous disiez ça parce que l'idée que la main est au repos la nuit, c'est une illusion totale en fait. Ah bon? Mais on dort pourtant? Oui, mais biomécaniquement parlant, il se passe plein de choses. Pour comprendre, il faut regarder l'architecture du poignet. C'est pas juste une charnière, c'est un véritable goulot d'étranglement anatomique. À la base de la paume, il y a ce fameux canal carpien. Faut l'imaginer un peu comme un tuyau en PVC. Un tuyau en PVC, genre vraiment rigide. Très rigide, oui. Le fond et les côtés sont formés par les os, et le couvercle, c'est un ligament très épais et surtout inextensible, le ligament annulaire. D'accord, donc c'est un tunnel qui ne peut absolument pas s'élargir quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le cœur du problème. Et à l'intérieur de ce petit tuyau, c'est l'embouteillage. On y fait passer 9 tendons fléchisseurs. 9 tendons? Rien que ça? Ouais, 9. Ce sont les câbles qui permettent de plier les doigts. Et au milieu de tout ça, il y a le nerf médian. C'est lui le câble électrique vital, qui donne la sensibilité aux 3 premiers doigts. Et comme l'espace est hyper réduit, tout ce beau monde frotte en permanence. Ok, je visualise bien le bazar. Mais du coup, pourquoi à 3 heures du matin? Le tuyau en PVC, il rétrécit pas la nuit, si? Non, le tuyau ne rétrécit pas, mais son contenu gonfle. C'est une simple question de fluide corporel en fait. La journée, avec la gravité et les mouvements, la lymphe et les liquides circulent bien. Mais la nuit, quand on est allongé, Ah, la pompe s'arrête. c'est exactement ça. Les fluides stagnent un peu, les gaines autour des tendons gonflent légèrement, et comme le tunnel ne peut pas s'agrandir d'un millimètre, la pression monte. Et qui est-ce qui trinque? La structure la plus molle, le nerf médian. Il se fait écraser. C'est fou. L'espace est tellement millimétré qu'un tout petit peu d'eau en plus suffit à couper le courant. Et c'est sans compter la position pour dormir. Hmm. La position fétale, par exemple, les gens dorment souvent avec les poignets complètement repliés vers l'intérieur. Ah ouais, en boule quoi. Voilà, et plier le poignet, ça augmente encore plus la pression dans le canal, le nerf se retrouve littéralement essoré. Donc quand Vincent se lève et secoue la main, la force centrifuge chasse les liquides, le sang recircule et la douleur s'arrête. Tout s'explique. Ce qui nous amène à notre deuxième patiente, Lisa. Elle a aussi des fourmillements, mais elle est persuadée que ça vient de ses vertèbres cervicales. Et bon, c'est pas bête, hein, les nerfs du bras partent du cou, non? La logique de Lisée est même impeccable. Le nerf médian prend bien sa racine au niveau de la moelle épinière cervicale. Donc si un disque vient coincer cette racine au niveau du cou, ce qu'on appelle une radiculopathie, la douleur descend tout le long du bras jusqu'au doigt. C'est le piège classique pour le diagnostic du coup. Ah oui, c'est pour ça que le médecin doit mener une vraie enquête. Il va utiliser des tests cliniques très précis pour cibler le poignet. Le plus connu, c'est le signe de Tinel. En gros, le médecin va tapoter fermement sur le poignet de Lisa. Un peu comme on tapoterait sur un câble électrique suspect pour voir s'il y a un faux contact. C'est la métaphore parfaite. Si ça déclenche une décharge dans les doigts, c'est que le problème est bien là, sous le doigt du médecin. Il y a aussi le test de Fallen, où on lui demande de plier les poignets à 90 degrés et de presser le dos des mains l'un contre l'autre. Et si ça pique au bout d'une minute, bingo, c'est le canal carpien. Voilà. On a même des échelles cliniques, comme le CTS-6, pour écarter formellement la piste cervicale. D'accord. Alors, imaginons que c'est bien le poignet.
Souvent, la prochaine étape, c'est l'examen qui fait peur à tout le monde, l'électromyogramme, ou EMG. Lisa, elle panique. Elle demande direct si on ne peut pas juste faire une petite échographie du poignet, parce que c'est indolore. C'est vrai ça, pourquoi on s'acharne avec le EMG? C'est une question très fréquente. En fait, il y a une différence fondamentale. L'échographie, c'est une photo. Elle montre la structure. Elle va nous dire, regardez, le nerf est gonflé ou il y a un kyste. C'est hyper utile, hein? Mais ça ne suffit pas. Non, parce que l'écho ne dit absolument rien sur la façon dont le nerf fonctionne. C'est l'EMG qui fait ça. Donc l'écho montre l'aspect du câble, mais l'EMG vérifie si le courant passe. C'est ça. L'IMG va chronométrer la vitesse de l'influx nerveux. C'est la seule façon de savoir si le nerf est juste un peu irrité ou si le signal est carrément coupé. C'est ça qui va dicter le traitement. Bon, essayons de rassurer Lisa. Concrètement, comment ça se passe cet examen? Disons, typiquement en Belgique. Alors, logistiquement, ça prend entre 30 et 45 minutes, souvent au service de médecine physique ou de neurologie, disons au CHR par exemple. Et bon, administration oblige, il faut venir avec sa carte d'identité, la prescription et la fameuse vignette de la mutuelle. Incontournable vignette. Et une fois qu'on est sur la table, elle a entendu parler de choc électrique et d'aiguille. Oui, il y a deux phases. D'abord, on étudie la conduction. Le médecin colle des petites électrodes sur les doigts et il envoie de brèves impulsions électriques. C'est pas douloureux, mais c'est très surprenant. Ça fait quel effet? Vous voyez quand vous vous cognez le coude, le fameux petit juif sur le coin d'une table? Ah ouais, la décharge qui remonte. Voilà, c'est exactement cette sensation-là, mais c'est très fugace. Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'aiguille. Aïe. Non, rassurez-vous, c'est une aiguille super fine, genre acupuncture. On la met dans le muscle à la base du pouce. Et là, il n'y a plus du tout d'électricité envoyée. L'aiguille sert juste de microphone. Ah, elle écoute le muscle. Exactement. Elle écoute l'activité électrique naturelle du muscle quand Lisa bouge le pouce, pour voir s'il souffre. Ça pince un peu au début, mais c'est très bien toléré en général. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, qu'est-ce qui a causé ça? Et c'est là qu'intervient Karim, notre troisième patient. La trentaine, la journée devant l'ordinateur, et le week-end, monsieur fait du bricolage, du jardinage et du vélo. J'ai l'impression qu'il cherche les problèmes, Karim. Disons qu'il cumule tous les facteurs de risque. Le canal carpien, c'est vraiment lié à la façon dont on utilise nos mains au quotidien. Parlons du bureau. Est-ce que notre bonne vieille souris d'ordinateur, c'est vraiment un instrument de torture? Malheureusement, oui. La souris classique oblige la main à se poser à plat. Et pour faire ça, les deux os de votre avant-bras, le radius et le cubitus, sont obligés de se croiser. Ah, ce qu'on appelle la pronation? C'est ça, cette torsion remonte jusqu'au poignet et met les tendons sous tension. Ajoutez à ça les milliers de clics par jour et vous avez une inflammation garantie dans notre tuyau en PVC. Du coup, il faut acheter quoi? On voit des claviers bizarres, des souris inclinées... La souris verticale, c'est vraiment le changement le plus radical. Au lieu d'être à plat, la main se positionne comme pour serrer la main de quelqu'un. Le pouce en l'air, du coup les os de l'avant-bras redeviennent parallèles, les tendons se détendent. La pression chute. Et pour ses loisirs, le jardinage, le vélo, ça aggrave. Complètement. Le vélo, c'est le poids du corps sur des poignets pliés. Et le bricolage ou le jardinage, surtout avec des outils motorisés, ça envoie des vibrations qui créent des micro-traumatismes. Et s'il fait ça dans le froid, c'est encore pire, parce que le froid diminue l'afflux sanguin vers les nerfs. Bon, le médecin lui dit de mettre une attelle la nuit. Karim, il se dit « Bonne. Tiens, j'ai une vieille attelle souple que j'avais pour une tendinite, ça fera l'affaire. » C'est bon ou pas? Ah, erreur classique. Surtout pas. Une attelle de tendinite, c'est souvent élastique, ça permet un peu de mouvement. Pour le canal carpien, il faut un blocage strict avec une tige rigide. Le poignet doit rester à 0 degré, parfaitement droit. Pour maximiser l'espace dans le tunnel, donc. Et en Belgique, comment ça se passe pour le remboursement de cette attelle spécifique? C'est le médecin traitant qui gère? Alors, le généraliste pose le diagnostic, oui. Mais pour que la mutuelle intervienne, surtout pour du sur-mesure, la prescription doit venir d'un spécialiste. Genre qui? Souvent un chirurgien orthopédiste, un spécialiste en médecine physique ou un rhumatologue. C'est la règle pour le côté financier. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, on a vu l'ergonomie, mais que se passe-t-il quand ça ne suffit pas ou que le contexte est différent? Parlons de Marois. Elle ne passe pas sa journée sur un ordi. Elle est juste enceinte de 7 mois. Et paf, des douleurs insupportables aux deux mains. Pourquoi? Ça sort de nulle part. Parce que le canal carpien, ce n'est pas que la mécanique, c'est aussi le métabolisme. Marois, elle illustre l'impact des hormones.
C'est lié à la rétention d'eau de la grossesse. Exactement. Au 3e trimestre, le volume sanguin explose, le corps retient énormément de liquide et ces fluides s'infiltrent partout, y compris dans le poignet. Du coup, l'espace dans le tunnel diminue et ça écrase le nerf sans même qu'elle ait fait de mouvements répétitifs. Mais elle panique, Marois. Elle se demande si elle va devoir passer sur le billard en pleine grossesse. Ah non, on la rassure tout de suite. Dans la grande majorité des cas liés à la grossesse, ça disparaît tout seul après l'accouchement. Quand les hormones redescendent et que l'eau s'évacue, la pression chute. En attendant, on lui met des attelles de nuit pour la soulager et c'est tout. Ouf, bonne nouvelle pour elle. Mais pour les autres patients, quand l'attelle ne marche pas, on passe à l'infiltration. Et là, j'entends souvent « Ah non, la cortisone, c'est un cache-misère et ça va me ronger les tendons. » C'est fondé, ça? Pas du tout, faut vraiment déconstruire ce mythe. L'infiltration, c'est injecter un dérivé de cortisone dans le canal. Ce n'est pas un anesthésiant, ça ne masque pas la douleur. C'est un anti-inflammatoire. Un anti-inflammatoire local hyper puissant, ouais. Son but, c'est de faire dégonfler les gaines des tendons. C'est donc une action purement mécanique. On diminue le volume à l'intérieur pour libérer le nerf. Et pour l'histoire des tendons rongés, Ça, c'est une confusion avec d'autres infiltrations. Par exemple, dans le talon d'Achille. Là, oui, si on pique dans le tendon, ça peut le fragiliser. Mais dans le poignet, on injecte autour, dans l'espace vide. C'est hyper maîtrisé. mais bon, parfois l'infiltration ne marche qu'un temps et les symptômes empirent. Et là, c'est la chirurgie. Est-ce qu'on y passe tous inévitablement? Non, pas du tout. Beaucoup de gens stabilisent le truc. Mais la chirurgie devient vraiment urgente s'il y a des signes d'atteinte neurologique profonde. Comment on repère ça en tant que patient? C'est assez troublant. La douleur disparaît, mais elle est remplacée par une perte totale de sensibilité. Le bout des doigts devient cotonneux. Et surtout, il y a une perte de force. Le patient lâche son mug le matin ou n'arrive plus à boutonner sa chemise. Et c'est là qu'il y a une incompréhension totale. Les gens se disent « Si on m'opère, je vais perdre de la force ». Mais c'est tout l'inverse. Le nerf, il alimente électriquement le muscle de la base du pouce. Si le nerf est écrasé trop longtemps, le muscle fond, il s'atrophie. C'est la maladie qui détruit la force, pas l'opération. Voilà, l'opération, c'est le sauvetage. On coupe le ligament annulaire, on ouvre le couvercle du tuyau et le nerf respire de nouveau. Alors justement, cette opération, chirurgie classique ou endoscopie, les patients demandent souvent la différence. Le but est le même, couper ce ligament. En classique, on fait une petite ouverture dans la paume de la main. En endoscopie, c'est une toute petite incision au pli du poignet, on glisse une mini-caméra et on coupe le ligament par en dessous. L'endoscopie, ça a l'air mieux, non? Les deux marchent très bien, mais l'avantage de l'endoscopie, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice dans la paume. Donc, comme on ne s'appuie pas dessus, les suites opératoires sont moins douloureuses et on reprend un peu plus vite. Ce qui amène la question logistique par excellence, combien de temps je ne peux plus conduire? Pour conduire, comptez 2 à 3 semaines, le temps que les cicatrices se ferment et que l'appréhension revienne. Et pour porter des charges lourdes? Là, faut être patient, 1 à 3 mois. Parce que même si le nerf est libre, on a quand même coupé le toit du poignet. Il y a une petite perte de stabilité temporaire, ce qu'on appelle les douleurs des piliers. Faut laisser le temps au corps. Une fois que c'est fait, est-ce que ça récidive? C'est hyper rare. Le ligament cicatrise en formant un pont, mais plus large qu'avant. Donc le volume du tunnel est augmenté définitivement. Statistiquement, c'est une solution très pérenne. Eh bien, de la douleur nocturne à la libération du nerf, on voit que notre mécanique humaine est aussi brillante que fragile, en fait. Un peu de liquide en trop ou un geste répétitif, et tout se bloque. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser traîner. Les fourmillements, c'est un signal d'alarme. Une simple souris verticale ou une attelle au bon moment, ça peut tout changer. Ce qui m'amène à une réflexion finale un peu vertigineuse. Quand on voit que nos canaux carpiens saturent déjà à cause de nos claviers de bureau, et qu'on regarde comment nos pouces balayent frénétiquement les écrans de nos smartphones du matin au soir. Ah oui, le stress biomécanique permanent. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas collectivement en train de forcer notre anatomie à muter? Si nos mains ne s'adaptent pas à cette technologie, est-ce qu'on ne va pas droit vers une asphyxie massive de nos nerfs dans les décennies à venir? C'est une perspective évolutive fascinante, et un peu effrayante, je vous l'accorde. C'est une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on scrolle sur notre téléphone. Merci de nous avoir éclairés sur cette incroyable mécanique humaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de nos sources.